Il entra dans la salle d'audience, sans avocat, sans allié, seulement avec la force tranquille d'un homme qui avait affronté des coups d'État, des multinationales et des colonisateurs. Mais aujourd'hui, il devait faire face à un homme en robe, avec un marteau dans une main et de l'arrogance dans l'autre. Avant que Traoré ne puisse prononcer un mot pour sa défense, le juge se pencha, esquissa un sourire en coin et lâcha sèchement. « Ici, ce n'est pas l'Afrique, monsieur le président. Vous ne commandez rien ici. » Puis, plus fort, pour les caméras, « Si vous élevez encore la voix, je vous ferai traîner dehors, enchaîné comme le reste de votre peuple. » Traoré ne sia pas. Il s'avança, posa le dossier sur le pupitre et dit calmement « Votre robe est peut-être propre, mais vos mains ne le sont pas. » Le juge éclata de rire, jusqu'à ce que Chéré ouvre le dossier. Et alors, le rire s'éteignit. « Votre honneur, » ajouta Traoré. « Voici vos chaînes. Vous ne les sentez pas encore se resserrer. » Ce qui se passa ensuite, en seulement 9 minutes, laissa le juge menotté et le monde bouche bée. Comment une voix calme et un dossier rouge ont-ils pu faire tomber un homme qui se croyait intouchable? Et qu'a donc révélé Traoré pour faire trembler ce juge ainsi? Pour mieux comprendre l'histoire, il faut revenir là où tout a commencé. La ville ne se réveilla pas ce matin-là avec urgence ou indignation, mais avec une sorte d'excitation suffisante, réservée au tapis rouge ou aux pendaisons publiques. Les marches en marbre du tribunal fédéral furent nettoyées au jet de haute pression comme un décor de cinéma. Non pas parce que la justice exigeait de la propreté, mais parce que toutes les grandes chaînes de télévision allaient diffuser en direct dès l'arrivée de l'accusé. À l'intérieur, le personnel bougeait comme des machinistes de théâtre, astiquant, arrangeant, ajustant. Non pour faire respecter la loi, mais pour soigner l'image. La justice n'était plus aveugle ici. Elle avait une équipe de tournage et un service de relations publiques. Des cordons de velours supplémentaires avaient été installés. Des bouteilles d'eau placées uniquement sur le bureau du juge. Les journalistes répétaient, leur voix grave en chœur derrière les vitres de la salle d'audience. Chaque surface brillait, non pour la vérité, mais pour les titres qui allèrent la transformer. Une affiche à l'extérieur disait « Traoré à la barre, le jour où l'Afrique rend des comptes à l'Occident ». En dessous, quelqu'un avait griffonné au stylo « Le jour où l'Occident se juge lui-même ». Même la foule à l'extérieur avait été triée sur le volet. Des dizaines de manifestants avec des pancartes identiques disant « Justice pour les victimes globales ». La plupart ne savaient même pas qui était Ibrahim Traoré. On leur avait remis les pancartes avec un sandwich et un accord de confidentialité. Un homme fut surpris tenant la sienne à l'envers. Mais peu importait, ce n'était pas une question de sens. C'était une question d'image. Il n'y avait pas de place pour la complexité, seulement pour le spectacle. Ceux qui espéraient une justice équitable ne purent entrer. Ceux qui voulèrent du scandale eurent des places au premier rang. Pendant ce temps, à l'intérieur, le silence était répété comme une symphonie. Chaque acteur avait une réplique. Chaque applaudissement, chaque soupir, déjà prévu. Le seul élément encore imprévu était l'homme lui-même, celui que tous étaient venus voir tomber. Le juge Norman Whitaker entra dans la salle, comme un acteur entre en scène, avec élégance, précision et un sourire répété devant 3 miroirs. Sa robe flottait derrière lui comme un rideau de velours, légèrement trop grande pour l'effet dramatique, parfaitement ourlée pour virevolter quand il s'assoyait. Whitaker n'était pas seulement un juge, c'était une marque. Ancien chroniqueur judiciaire à la télévision devenu magistrat spectacle. Son tribunal était son théâtre, et il jouait le rôle principal avec appétit. Avant chaque audience majeure, il vérifiait les angles d'éclairage et rappelait à son personnel quel était son meilleur profil. Même son marteau était un cadeau personnalisé d'un donateur politique, gravé des mots « La justice doit être vue ». Et c'était bien cela, le but. Pour lui, la justice n'était pas une question d'équilibre, c'était une question d'audience. Chaque décision devait faire le buzz. Sa bio Instagram disait même « Objectif marteau, Constitution en action ». Son dernier verdict avait été suivi d'un court clip TikTok où il ajustait ses lunettes et déclarait « Rejeté avec style ».
En coulisses, les assistants levaient les yeux au ciel et exécutèrent ses caprices avec une constance chirurgicale. L'un veillait à ce que son café noir contienne exactement 2 glaçons. Un autre lissait le coussin de son fauteuil, non pour son confort, mais pour que son dos paraisse plus droit en direct. Le greffier du tribunal s'était habitué à supprimer les apartés de Whittaker du procès verbal officiel, comme lorsqu'il se qualifiait de conscience du peuple. Mais malgré ses excentricités, les médias l'adoraient. Il était cité partout, cliquable, divertissant et surtout prévisible. Aujourd'hui, il avait bien l'intention de transformer le procès en spectacle. Et Ibrahim Traoré était censé jouer le rôle de l'antagoniste, l'homme que l'on humilierait sur commande pendant que le monde entier acquiescerait en silence. Le sourire de Whittaker s'élargit alors qu'il prenait place. Les caméras étaient en position. Le piège était tendu. Le public attendait. Il ne manquait plus que l'accusé fasse son entrée et s'incline. Bien avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, l'issue du procès avait déjà été répétée à huis clos. Les preuves de l'accusation n'avaient pas été choisies pour leur véracité, mais pour leur pouvoir narratif. Des photographies sans date, des témoignages sans source, des documents vidés de leur contexte. 3 témoins rémunérés avaient été acheminés sous de fausses identités. Leurs récits étaient suffisamment similaires pour paraître crédibles, et suffisamment flous pour brouiller la vérité. Les médias avaient déjà reçu des titres sous embargo de la part du service de presse. Le déni de Traoré ne convainc pas. Le juge Whittaker tient le leader africain pour responsable et une leçon de justice à l'occidental. L'audience en elle-même, semble-t-il, n'était qu'une formalité. Même le compte officiel du tribunal sur les réseaux sociaux avait programmé un tweet pour midi, avec une photo de Whittaker brandissant son marteau, accompagné de la légende « L'ordre est rétabli ». Ce que peu de gens remarquaient, ou choisissaient d'ignorer, c'est que toute cette opération reposait sur le silence. Un vrai silence. Celui qui s'installe quand trop de personnes connaissent pas la vérité, mais se taisent. Il y avait eu des murmures, de comptes offshore, de sociétés minières étrangères transférant de l'argent par des failles juridiques, d'accords secrets conclus dans des arrière-salles qui condamnaient les nations riches en ressources refusant de se vendre. Mais aucun de ces murmures ne figurait dans les preuves. Ils avaient été écartés délibérément. Même le greffier, un jeune homme nommé Ellis, en avait vu assez pour sentir que quelque chose clochait. Il n'avait simplement pas encore le courage d'agir. Pas encore. Autour de lui, chacun jouait son rôle, le juge, la presse, les faux manifestants. Tous faisaient un semblant de rendre justice, sans son âme. Jusqu'à ce que les portes s'ouvrent et que le silence cède la place à une présence. Lorsque Ibrahim Traoré entra dans la salle d'audience, ce n'était pas tant un homme qui arrivait qu'une vérité qui pénétrait en territoire ennemi. Il n'y avait pas de garde du corps, pas d'escorte, juste un homme, marchant avec la dignité sobre, de celui qui n'a rien à prouver mais tout à protéger. Il ne portait ni médaille, ni insignes officiels. Juste un simple costume sombre et une chemise avec une pochette rouge tenue lâchement dans la main gauche. Ses pas étaient assurés, son regard impénétrable. Il ne fit aucun signe de reconnaissance, ne rendit aucun regard de mépris. Il passa devant le public comme s'il n'existait pas, parce que, à cet instant, il n'existait pas. Les caméras tentèrent de capter une faille. Elles n'en trouvèrent aucune. Son visage ne trahissait qu'une sérénité prête. Un calme que seuls les hommes ayant déjà regardé la mort dans les yeux peuvent porter. Un calme qui trouble les coupables bien plus que la colère ne le ferait jamais. Il n'y eut aucune annonce, aucun accompagnement. Le juge ne se leva pas. L'huissier ne proposa pas de siège. Mais Traoré ne s'arrêta pas. Il marcha droit jusqu'à la table de la défense, posa la pochette rouge avec une précision délicate et s'assit. Les micros ne captèrent que le son de la pochette se posant. Un clic doux, comme un verrou qu'on referme. Quelques personnes dans le public remuèrent, sans savoir pourquoi elles se sentaient mal à l'aise. Le greffier, Ellis, jeta un regard à la pochette, puis à Traoré. Quelque chose dans la façon dont il la portait, non pas comme une preuve, mais comme un verdict, fit frissonner le jeune homme. Cela ne ressemblait pas à quelqu'un prêt à supplier pour prouver son innocence.
Cela ressemblait à quelqu'un prêt à dévoiler la culpabilité des autres. Et soudain, les caméras, les scénaristes, le juge sous son éclairage parfait, tous ressentirent, l'espace d'un instant fugace, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Le doute. Et dehors, hors de ce dossier rouge, le monde croyait encore que le procès allait commencer. Mais à l'intérieur, la vérité avait déjà été écrite. Le juge Whittaker ajusta sa robe comme un homme se préparant à une séance photo et non à une audience fédérale. Il s'éclaircit la gorge, tapa 2 fois sur le micro sans nécessité, puis se pencha en avant, avec une solennité répétée, qui peinait à cacher son autosatisfaction. « Monsieur Traoré », commença-t-il, étirant les syllabes comme s'il les savourait. « J'espère que vous comprenez que dans cette salle d'audience, nous ne faisons pas les choses comme vous y êtes peut-être habitué. » Il sourit à la galerie, clignant presque de l'œil à un journaliste. « Ici, la justice ne se décide pas dans des arrière-salles ou par des défilés dans des villages poussiéreux. Elle est mesurée, juste et aveugle, comme elle devrait l'être. » Les mots résonnaient avec emphase, chacun livré comme une réplique dans une pièce de théâtre. Quelque part, un rire hésitant s'échappa de la galerie. Whittaker désigna le drapeau américain derrière lui. « Ici, la loi est sacrée, non flexible. » Sa voix monta d'un ton, ses mains gesticulant comme pour faire naître la légitimité dans l'air. « Ici, on ne règle pas les conflits avec des tambours et des danses. On les règle avec de l'ordre. » Il fit une pause, attendant des applaudissements qui ne vinrent jamais. Seuls les clics lointains des appareils photo rompirent le silence. Mais Whittaker n'avait pas terminé. Il ajusta légèrement sa chaise, s'assurant que la lumière tombait parfaitement sur son visage. « Vous êtes un invité dans cette nation, monsieur Traoré, » dit-il avec le ton d'un guide touristique réprimandant un touriste impoli. « Et à ce titre, vous devez vous comporter avec respect. Vous avez peut-être dirigé des gens dans votre pays, mais ici, vous n'êtes pas un dirigeant. Vous êtes un accusé. » Le mot tomba comme une pierre. Et aujourd'hui, je vais vous montrer, à vous et à tous ceux qui regardent en direct, comment fonctionne vraiment la justice. Il sourit largement, fier de lui, comme si le simple fait d'être dans son tribunal était un honneur dont Traoré devait être reconnaissant. Mais Ibrahim ne broncha pas. Il resta parfaitement immobile, impassible, ses doigts posés sur le dossier rouge, comme s'ils attendaient le bon moment pour bouger. Et ce moment n'était pas encore venu. Whittaker tourna une page, bien qu'il n'y ait rien dessus, juste pour les faits. « Commençons par votre déclaration, » dit-il, puis jeta un œil à la greffière. « Bien que nous devions probablement excuser quelques fautes de grammaire, on m'a dit que votre anglais est fonctionnel. » Quelques rires étouffés s'échappèrent de la galerie, ceux que l'on fait quand on sait qu'on ne devrait pas rire, mais qu'on se sent autorisé à le faire par celui qui détient le pouvoir. « Dites-moi, monsieur Traoré, » demanda Whittaker avec un sourire moqueur, brandissant un papier, « avez-vous traduit ceci vous-même? Ou quelqu'un vous a-t-il aidé entre 2 séances de gardiennage de chèvres ?» Cette fois, les rires furent plus forts, moins retenus. Un caméraman ajusta son objectif, zoomant sur le visage de Traoré pour capter une lueur de honte, mais il n'y en avait pas. Le juge poursuivit, faisant un petit tour autour du banc, une boucle théâtrale, comme pour illustrer physiquement sa supériorité. Et pardonnez-moi, mais je dois admettre que je trouve remarquable qu'une personne sans formation juridique occidentale pense pouvoir se présenter devant un tribunal et offrir quoi que ce soit de valable. Il leva à nouveau le document. Ce n'est pas un conseil de village, ce n'est pas un cercle de compteurs, c'est une cour fédérale. Le rictus sur son visage s'élargit en un sourire. Vous pouvez séduire vos concitoyens avec des slogans et des discours de rue, mais ici, nous utilisons des preuves. Une autre vague de rire déferla dans la salle. Quelques journalistes notèrent des choses comme « moment gênant » dans leur carnet. Mais toujours, Traoré ne bougea pas. Pas un clignement d'œil, pas un tic. Seulement cette main toujours posée sur le dossier rouge, doucement, patiemment. Et puis quelque chose changea. Le sourire de Whittaker faiblit juste assez pour révéler une mince veine d'irritation. Les rires dans la galerie commencèrent à s'éteindre. Non parce que le spectacle était terminé, mais parce qu'il sentait qu'il se passait quelque chose. Le juge se pencha légèrement,
appuyant ses coudes sur le banc, ne s'adressant plus à la galerie mais à l'homme assis devant lui. « Vous savez, dit-il, la voix plus basse, plus froide, des hommes comme vous confondent souvent silence et force. Mais ici, le silence peut être très dangereux. » Il fit une pause, laissant le silence s'étirer juste assez pour devenir lourd. « Mais si vous élevez la voix encore une fois, si vous osez défier l'autorité de ce tribunal, je vous ferai traîner dehors en chaîne, comme le reste de votre peuple. » Aucun rire cette fois, seulement un souffle coupé dans la galerie. Un objectif trembla. Une journaliste abaissa lentement son stylo. La température de la pièce chuta instantanément. La menace n'était pas métaphorique. Elle n'était pas subtile. Elle était réelle et raciale. La phrase résonna, suspendue dans l'air, comme le reste de votre peuple. Même certains membres du personnel de Whittaker parurent choqués. Les mains de la greffière tremblèrent légèrement. Un des huissiers bougea, mal à l'aise, ne sachant s'il devait regarder le juge ou le sol. Whittaker, réalisant peut-être que sa phrase était allée trop loin, trop crue, tenta de sourire de nouveau, mais cette fois, le geste ne prit pas. Il se redressa et s'éclaircit la gorge. « Poursuivons, » marmonna-t-il. Mais c'était trop tard. La salle ne riait plus. Elle écoutait. Ibrahim Traoré ne répondit pas. Il ne défendit pas son éducation. Il ne protesta pas contre l'insulte. Il ne reconnut même pas la menace. Il resta simplement là, toujours composé, observant. Et d'une manière ou d'une autre, ce silence absolu et inébranlable, était plus fort que tout ce qui avait été dit ce matin-là. Il se répandit dans la salle d'audience comme une faille. Whittaker le regarda, attendant une réaction. Le moindre signe que ces mots avaient eu un effet. Mais Traoré ne lui donna rien. Pas de colère. Pas de peur. Seulement du calme. Les caméras, sentant un changement, zoomèrent davantage sur son visage. Les journalistes échangèrent des regards. Le public retenait son souffle. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas évident, pas encore. Mais le spectacle, la mise en scène, s'était fissuré. Et quelque part, sous le marbre et les micros, la justice s'était réveillée. Car quand un homme refuse de broncher face à la haine, quand il tient son silence comme une épée, on commence à se demander « qu'attend-il pour parler ?» Pendant près de 20 minutes, Ibrahim Traoré n'avait pas dit un mot. Il avait enduré la condescendance, la moquerie raciste et la menace à peine voilée d'être traîné en chaîne, tout en restant parfaitement immobile. Mais maintenant, sans changer d'expression ni de posture, il se pencha légèrement en avant et parla pour la première fois. Sa voix était calme, basse, maîtrisée. Le genre de voix qui ne mendie pas l'attention, mais qui l'impose doucement. « Votre honneur, commença-t-il, son accent clair mais assumé, vous parlez de justice comme si elle vous appartenait. » La galerie, qui s'attendait à une explosion de colère ou à une excuse maladroite, se figea. « Vous parlez de loi comme si elle était pure, intacte. Mais vous oubliez, certains d'entre nous ont vu la loi se vendre. » Le silence fut immédiat. Le juge, surpris par le calme du ton, cligna des yeux. Traoré continua. « Je ne suis pas venu ici pour jouer un rôle. Je suis venu répondre à la question que vous avez refusé de poser. Que se passe-t-il lorsqu'un tribunal perd son droit de juger ?» Whittaker se tortilla sur sa chaise, tentant de retrouver son air dominateur. « Monsieur Traoré, ce n'est pas le moment pour un discours. » Mais même son ton tremblait, parce que quelque chose dans la pièce avait changé. Traoré n'était plus simplement l'accusé, il était désormais celui qui posait les questions. « Alors permettez-moi, dit-il, de vous montrer quelle heure il est vraiment. » Et sur ces mots, il atteignit le dossier rouge. La salle d'audience observa pendant que Traoré ouvrait le mince dossier rouge avec soin et précision. Il n'y avait rien de théâtral dans le geste, aucun effet dramatique, mais le son du dossier posé sur le bureau de bois poli, un tude doux et net, fit sursauter les gens. C'était le son de l'inévitable. Traoré prit la première page et la tourna vers le juge, puis la posa délicatement sur le banc. Puis la deuxième, puis la troisième. Il n'y avait aucune précipitation. Chaque document était posé comme une pièce à conviction sur une scène de crime. Et d'une certaine manière, c'en était une.
Le juge baissa les yeux, essayant de garder son calme, mais la tension dans sa mâchoire le trahit. Il tendit la main vers les pages lentement, avec désinvolture, comme si leur contenu ne pouvait en aucun cas avoir d'importance. Mais lorsqu'il lut le haut de la page 4, quelque chose dans son visage se fissura. Ce que les caméras ne voyaient pas, mais que l'audience ressentit, fut le moment précis où la respiration du juge Whittaker changea. Ses lèvres se serrèrent, sa main flotta instinctivement près de sa poitrine et son front se contracta légèrement. La confiance ne s'effondra pas d'un coup. Elle se délita, seconde après seconde, à mesure que ses yeux descendaient ligne après ligne sur un document qu'il ne pensait jamais voir entre d'autres mains. Trial Ray ne dit rien. Il attendit simplement. Et lorsque le juge arriva à la dernière ligne, celle où figurait de son nom, l'adresse d'une société écran et le numéro d'identification d'une transaction étrangère impossible à justifier, il cessa de cligner des yeux. Au début, Whittaker força un sourire en coin. « C'est censé être une menace ?» demanda-t-il en levant le papier avec des doigts tremblants. « N'importe qui avec une connexion Internet peut fabriquer de faux relevés bancaires. » Sa voix était plus forte, mais pas plus assurée. Elle vacillait légèrement, comme celle d'un homme tentant de se convaincre d'un mensonge devant un miroir. « C'est du n'importe quoi, falsifié, une mise en scène. » Il rit de nouveau, plus fort cette fois, mais cela sonna creux. Un rire vide, désespéré, trop aigu, comme un homme s'étouffant avec une assurance déjà réduite en poussière. Il se tourna vers le greffier. « Vérifiez cela immédiatement. Ce tribunal ne se prête pas à la propagande étrangère. » Mais le greffier ne bougea pas. Le jeune homme jeta un regard vers Traoré, puis de nouveau vers le juge, et recula d'un pas, nerveusement. Trey ajouta calmement « Vous verrez que les documents originaux ont été envoyés à votre bureau de déontologie il y a 2 heures, accompagnés des virements bancaires correspondants de la part d'Onyx Global, vers le compte au nom de votre gendre, aux îles Vierges britanniques. » Il laissa flotter ces mots un instant. « Il y a un deuxième dossier, » ajouta-t-il. « Scellé. Remis à la Cour pénale internationale. Celui-ci n'est qu'une vitrine. » Le juge ouvrit la bouche, mais ne dit rien, car désormais, même lui le sentait. Les murs se refermaient. C'était subtil au début. Une femme au 3e rang leva son téléphone et commença à filmer. Pas en cachette, mais ouvertement, comme si la justice appartenait désormais au peuple. Un journaliste entra dans l'allée. Bloc-notes oublié, caméra levée. Le huissier ne réagit pas. Il fixait le juge. La salle d'audience, autrefois prête à regarder un homme tomber, observait désormais autre chose. Un homme se décomposait. La main de Whittaker se tendit vers le marteau, plus par réflexe que par autorité. Mais il ne le fit jamais tomber. Ses doigts restèrent suspendus dans l'air. Inutile. Les murmures de la presse s'intensifièrent. On griffonnait, on filmait, on tweetait. « Corruption, sociétés écrans, est-ce réel ?» Les chuchotements se propagèrent comme de la fumée. Le juge Whittaker, autrefois vedette, pilier du spectacle, ressemblait maintenant à un homme piégé sur sa propre scène. Le greffier recula encore. Un autre assistant se leva et quitta discrètement la salle. L'autorité qui remplissait autrefois la pièce avait changé de camp. Pas par une émeute, pas par un cri, mais par une lente libération de la vérité. Et au centre de tout cela se trouvait Ibrahim Traoré. Toujours calme, toujours silencieux. Le dossier rouge désormais vide devant lui comme une phrase terminée. Il avait prononcé moins d'une centaine de mots et pourtant, il avait transformé une salle d'audience entière en salle de confession. L'homme qu'ils tentèrent de réduire à un simple accusé était devenu la chose que les puissants craignent le plus, l'indéniable. Pour le public, le juge Norman Whittaker était un pilier de la jurisprudence américaine. Un juriste élégant qui citait Thomas Jefferson lors d'interviews et organisait des collectes de fonds pour l'indépendance judiciaire. Il apparaissait régulièrement dans les émissions du dimanche matin, où il déplorait l'instabilité mondiale et louait les traditions juridiques occidentales. Ses bios sur les réseaux sociaux le présentaient comme un défenseur de la Constitution. Ses discours, pour la plupart rédigés par des plumes anonymes, recevaient les applaudissements des libéraux comme des conservateurs, avec leur ton élevé et leurs références vagues à des valeurs communes. Mais ce que personne ne voyait ou refusait de voir,
était le réseau de relations troubles qu'il avait mis 10 ans à tisser sous sa robe bien repassée. Il n'était pas juste un juge, il était un courtier d'influence, de silence et surtout de ressources africaines. Derrière chaque décision visant des dirigeants étrangers, il y avait un contrat secret, un donateur silencieux, un pot de vin déguisé en conférence sur la justice. Et derrière le rideau de crédibilité de la salle d'audience, se trouvait un homme qui avait depuis longtemps cessé de croire aux lois qu'il faisait respecter. La carrière de Whittaker ne reposait pas seulement sur le droit, mais sur la mise en scène et la loyauté envers ceux qui payaient pour être protégés. Des entreprises ayant des intérêts dans les terres rares, des lobbyistes pour les géants pétroliers, des PDG voulant garder les mains propres pendant que leurs profits saignaient les continents. Il n'avait pas besoin de recevoir des pots de vin en espèces. Il les recevait en accès, en conférence, en soutien, en propriété sur Martha's Vineyard, financé par un think tank créé il y a moins de 5 ans. Pour le citoyen moyen, il semblait incarner l'intégrité. Mais pour ceux qui savaient, Whittaker n'était qu'un homme de plus en robe qui avait compris que la justice, comme tout le reste, pouvait se monnayer avec le bon sourire. Et maintenant, ce sourire s'effritait. Tandis que la salle d'audience retenait son souffle, Trey exposa la vérité en des termes simples et dévastateurs. Les documents qu'il avait apportés reliaient Whittaker à Onyx Global, un conglomérat minier multinational connu pour ses méthodes agressives et souvent illégales d'extraction d'or et de cobalt en Afrique. Traoré avait remonté une décennie de réseaux d'influence, commençant par un bail foncier falsifié au Burkina Faso et finissant par des virements bancaires allant d'Afrique de l'Ouest à Londres, puis à une société écran en Virginie. Le juge ne faisait pas que recevoir de l'argent. Il influençait activement les décisions judiciaires en échange. Trial Ray énuméra les noms des communautés autochtones déplacées par les mines autorisées par les partenaires de Whittaker. Il montra des images satellites de terres autrefois protégées par la loi, désormais ravagées par des fosses à ciel ouvert et des rivières empoisonnées. Puis vint le coup de grâce. Des emails fuités entre les dirigeants d'Onyx Global, qualifiant ouvertement le juge Whittaker de police d'assurance. Il n'y avait ici aucune théorie du complot, aucune accusation folle. Juste des faits froids, clairs, signés, scellés et traçables. Traoré ne cria pas. Il n'en avait pas besoin. Ses mots frappaient plus fort, parce qu'ils n'étaient pas trempés dans la colère. Ils étaient enveloppés de déception. Il ne s'agissait pas seulement de corruption. Il s'agissait de trahison. Un homme en robe, investi de l'un des plus grands pouvoirs d'une démocratie, avait choisi de s'agenouiller non devant la loi, mais devant la cupidité. Et à mesure que Trey parlait, l'audience le comprenait aussi. La silhouette autrefois fière derrière le banc ne ressemblait plus à un juge. Elle ressemblait à un criminel dans le déni. Mais rien ne brisa autant la salle d'audience que le nom même de la société. Enan Whittaker Legal Consultancy LLC. Au début, cela sonna comme une blague. Un nom si paresseux, si ouvertement arrogant, que beaucoup pensèrent avoir mal entendu. Le juge avait nommé sa propre société écran d'après lui-même et l'avait utilisée pour faire transiter des millions de dollars de pots de vin déguisés en honoraires de conseil juridique. Lorsque Trial Ray le répéta à haute voix, lentement et clairement, comme un professeur corrigeant son élève, un rire incrédule parcourut le fond de la salle. Même les journalistes cessèrent de prendre des notes. L'absurdité de la chose perça l'attention un instant, pour rendre la suite encore plus accablante. « Voilà », dit Traoré en tenant la page portant le nom de la société. « Ce que le monde appelle justice. Et il porte votre nom. » Les flashs d'appareils photo crépitèrent comme des coups de tonnerre. Le juge ressemblait à un homme noyé dans de l'encre. Ses yeux balayaient la salle, comme si quelqu'un, n'importe qui, allait intervenir pour le sauver, mais personne ne bougea. Puis survint le rebondissement que personne n'avait vu venir. Alors que le juge balbutiait pour nier, le greffier, un jeune homme discret et nerveux nommé Ellis, se leva. Il s'avança vers le banc, les yeux fixés dans ceux de Whittaker, et dit calmement « Monsieur, je ne peux plus vous protéger. » La salle se figea.
La bouche de Whittaker s'ouvrit, abasourdie. Ellis plongea la main dans sa poche de manteau, en sortit une clé USB et la déposa délicatement sur le bureau. Tout étola. C'est moi qui ai divulgué les fichiers. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Le poids du moment parlait pour lui. Le visage de Whittaker perdit toute couleur. « Pourquoi ?» demanda-t-il, à peine audible. Ellis répondit sans hésiter. « Parce que je croyais en vous. » Cette phrase, calme, simple, frappa plus fort que n'importe quelle preuve. C'était le coup émotionnel qui fit paraître le juge plus petit que jamais. Dans une salle pleine de caméras, de journalistes et de puissants, la seule personne qui croyait encore au système venait de s'en détourner. Non par rébellion, mais par chagrin. Et désormais, l'homme derrière le marteau n'était plus un symbole de justice. Il était un avertissement. Voilà ce qui arrive quand la loi était vendue, la vérité enterrée, et le pouvoir confondu avec la vertu. 2 ans avant le procès, dans un village tranquille près de Ouagadougou, Ibrahim Traoré était assis sous un manguier avec des anciens et des enseignants. Il n'y avait ni caméra ni discours, juste un cercle de personnes discutant de comment reconstruire un pays déchiré par les coups d'État et les ingérences étrangères. Ce soir-là, un aide local de confiance lui servit du thé. 30 minutes plus tard, sa vue se troubla. Sa poitrine se serra et le monde devint un vacarme. Les médecins parlèrent de déshydratation, mais les services de renseignement de Traoré savaient un mieux. Les analyses révélèrent plus tard des traces de polonium, une substance rare et mortelle, souvent utilisée dans des empoisonnements politiques. La source, un envoi diplomatique ayant transité par les mains d'un consultant de Onyx Global, la même société désormais liée au juge Whittaker. Cela ne fut jamais confirmé publiquement. Traoré n'en parla jamais en conférence de presse. Il vécut simplement avec ce souvenir. Ce jour-là, il comprit que la survie, pour des hommes comme lui, n'était pas une question de chance, mais un acte de résistance. Le monde s'attendait à ce qu'il meure en silence, et quand il ne le fit pas, ils essayèrent pire, l'effacer. Des mois après la tentative d'empoisonnement, Traoré fut invité à une réunion privée à Nairobi, sous prétexte de dialogue pour le développement régional. Il n'y avait ni ordre du jour, ni presse. Juste une chambre d'hôtel en marbre poli, avec 3 hommes en costume sur mesure et des mallettes pleines de promesses. Ils ne le menacèrent pas. Ils le flattèrent. Ils dirent « Le monde a besoin de plus de leaders comme vous ». Ils dirent « Laissez-nous vous aider à réaliser votre plein potentiel ». Dans la mallette, des documents de transfert offshore pour 50 millions de dollars, exonérés d'impôts, intraçables. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de se retirer. Pas démissionner, pas disparaître. Juste se taire. Arrêter de dénoncer les accords miniers étrangers. Ne plus parler de souveraineté des ressources. Laisser les marchés suivre leur cours habituel. Des sols africains au coffre-fort d'autrui. Traoré se leva, les regarda chacun dans les yeux et dit « Mon peuple est pauvre, parce que des hommes comme vous sont riches depuis trop longtemps. » Puis il sortit. Ils ne le suivirent jamais. Mais le message était clair. L'offre n'était pas seulement de l'argent. C'était un choix, le silence ou l'exil. Et il choisit autre chose. Quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il choisit de se battre. Publiquement. Dans les mois qui suivirent, la vraie punition commença. Les accords d'aide furent suspendus. Les contrats internationaux révisés. Les anciens alliés prirent leur distance, craignant d'être associés à un homme qui défiait l'ordre économique. Les médias occidentaux commencèrent à publier des articles le qualifiant d'instable, d'imprévisible, d'hostile à l'investissement. Les ambassades étrangères réduisirent leurs contacts. Les blocs régionaux l'exclurent des négociations commerciales. Même certains présidents africains chuchotèrent qu'il devenait un problème. Trop audacieux, trop bruyant, trop honnête. Dans les tribunaux du monde entier, les affaires liées à son administration furent soit retardées, soit détournées. On le décrivait comme un homme hors de contrôle. Et pourtant, il refusait de plier. Aucun cabinet juridique occidental ne voulait le représenter. Même en Afrique, beaucoup craignaient des représailles politiques s'il le soutenait ouvertement. Il marchait seul.
Et malgré cela, il n'abandonna pas. Il rédigeait lui-même ses notes. Il lisait chaque clause. Il portait son dossier rouge comme un soldat porte un drapeau, non comme une décoration, mais comme une identité. Et dans cette solitude, il devint plus dangereux que jamais, car désormais, il ne parlait plus au nom d'un gouvernement. Il parlait en tant qu'homme n'ayant plus rien à protéger, sauf la vérité. Tout le monde lui avait conseillé de ne pas assister au procès. Ses conseillers le supplièrent. Ses amis l'avertirent. Les services de renseignement insistèrent, c'était un piège. Il n'avait aucune équipe juridique, aucune protection diplomatique, aucune sécurité. Le tribunal était truqué, le juge acheté, les témoins entraînés, mais le procès eut lieu malgré tout, car l'objectif n'avait jamais été de gagner l'affaire. C'était de révéler la vérité et de le faire publiquement, là où elle ne pouvait être enterrée derrière des portes closes ou des transcriptions censurées. Le monde, avait-il dit un jour à un ami, doit voir à quoi ressemble la justice quand elle n'est pas à vendre, même si ce n'est que pour un jour. Et ainsi, il entra dans une salle d'audience conçue pour l'humilier, sachant qu'il portait la seule chose qu'on ne pouvait lui voler. Une histoire appuyée par des faits, contenue dans un dossier rouge et livrée avec un silence plus fort que n'importe quel discours. Ils avaient essayé de l'empoisonner. Ils avaient essayé de l'acheter. Ils avaient essayé de l'isoler. Mais Traoré n'avait pas besoin de protection. Il avait besoin de témoins. Et désormais, 47 pays observaient. La diffusion en direct n'était jamais censée avoir d'importance. Elle avait été accordée par formalité, un geste de transparence auquel personne ne croyait vraiment. Les responsables du tribunal pensaient qu'elle passerait inaperçue, enterrée sous des titres plus éclatants. Mais ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'était que la présence de Traoré et sa résistance calme se répandraient au-delà des frontières comme une traînée de poudre. La vidéo fut repérée à Dar par des étudiants journalistes. À Nairobi, elle fut diffusée en intégralité lors d'une émission d'enquête nocturne. Et à midi, elle était suivie en direct dans 47 pays, du Ghana au Guatemala, de Berlin à Brasilia. Des familles entières se réunirent autour de radios et de téléphones, regardant un homme qui ne criait pas, ne frappait pas, mais déposait simplement la vérité sur la table et laissait le monde réagir. Au Burkina Faso, les écoliers la regardèrent depuis leur salle de classe. En Afrique du Sud, d'anciens juges interrompirent leur déjeuner. À Paris, un groupe d'activistes de la diaspora africaine projeta le procès sur le mur d'une place publique. Ce qui devait être un moment de honte discret devint un référendum mondial sur ceux qui incarnent vraiment la justice. Et à l'intérieur du tribunal, les yeux du monde commencèrent à presser contre la vitre. Chaque clignement de Judge Whittaker, chaque perle de sueur, chaque bégaiement, désormais capturé, rejoué, disséqué par des millions de spectateurs. Ce n'était plus un procès. C'était un spectacle, et pas celui que Whittaker avait anticipé. Les médias changèrent de ton plus vite que prévu. Quelques heures plus tôt, les titres moquaient Traoré comme un populiste marginal, un autocrate africain déchu. Mais dès que le dossier rouge fut ouvert, ces mêmes médias réécrivirent leur récit. CNN décrivit soudain les preuves comme potentiellement explosives. La BBC corrigea son précédent reportage, qualifiant désormais la salle d'audience de scandale international en évolution. Sur les réseaux sociaux, des extraits de la réplique calme de Traoré, « Votre robe est peut-être propre, mais vos mains ne le sont pas », ont commencé à circuler comme une traînée de poudre. La section des commentaires sur YouTube est passée du rire à l'indignation. Le dossier rouge est devenu une tendance mondiale. Les caricaturistes satiriques ont redessiné le juge Whittaker, non pas en robe, mais enchaîné d'or. En quelques heures, même le département de la justice des États-Unis a publié une brève déclaration. Nous prenons les allégations de corruption judiciaire très au sérieux. C'était vague, creux. Mais cela marquait la première fissure publique dans un système qui, encore ce matin-là, semblait immuable comme le marbre. Les alliés de Whittaker paniquaient.
Ses anciens assistants se taisaient. De vieux dons disparaissèrent des archives publiques. Tout le monde tentait de se détacher de l'image, mais l'image était trop nette, trop claire et trop largement diffusée. L'attention est revenue dans la salle peu après 14 heures, lorsque deux hommes en costume simple sont entrés par l'arrière. Pas avec des caméras, mais avec des accréditations. Ils ont murmuré quelque chose à l'huissier. Il a hoché la tête. Le juge ne s'est aperçu de rien. Il essayait encore de se recentrer, lisant un mémoire juridique comme si la montagne de preuves n'avait pas atterri devant lui. Puis, l'huissier s'est avancé et l'a interrompu doucement. « Votre honneur, vous êtes convoqué pour un interrogatoire. » Whittaker s'est figé. La salle a retenu son souffle. « Pardon ?» a-t-il demandé, mais l'huissier n'a pas scié. « Nous avons reçu la confirmation du bureau de l'inspecteur général. Une enquête officielle est ouverte. Vous devez vous retirer. » Les mots n'ont pas résonné. Ils ont explosé. Le juge a tendu la main vers son marteau par réflexe. Mais c'était trop tard. L'un des hommes s'est avancé, a sorti un petit avis imprimé, un document officiel. Il était écrit « Autorisation fédérale d'arrestation. Corruption et obstruction à la justice internationale. » La même loi que Whittaker avait jadis citée pour condamner d'autres se retournait maintenant contre lui. Et à cet instant, avec les caméras en marche, les micros ouverts et des millions de spectateurs, le marteau n'était plus entre ses mains. Whittaker s'est levé lentement, comme si bouger pouvait changer le destin. Il a regardé autour de la salle, autrefois remplie d'alliés, désormais remplie de silence. La greffière qui lui apportait son café évitait son regard. Le journaliste qui mendiait des interviews tenait désormais sa caméra comme une arme. Sa voix, quand elle est venue, était faible. « C'est de la folie », dit-il. Mais même lui n'y croyait pas. Lorsque les menottes sont apparues, la salle n'a pas applaudi. Elle n'a pas crié. Elle a simplement regardé, avec stupeur, incrédulité et justice. Au procès, Traoré. Il n'a pas souri. Il ne s'est pas vanté. Il a simplement refermé le dossier rouge, s'est levé et a dit une seule phrase. « Ce n'a jamais été à propos de moi. » Il s'est tourné, a quitté la salle d'audience et a laissé la porte ouverte derrière lui. Au coucher du soleil, Washington était en pleine gestion de crise. Les téléphones sonnaient dans le vide dans les bâtiments officiels. Les assistants juridiques effacèrent des années d'emails. Des déclarations étaient publiées si rapidement qu'elles se contredisaient, niant d'abord toute connaissance des comptes offshore de Whittaker, puis promettant des enquêtes complètes. Un sénateur qui saluait autrefois Whittaker comme une boussole morale effaçait discrètement la citation de son site de campagne. Les médias invitèrent des experts en éthique pour commenter la chute choquante d'un homme qu'ils encensaient encore quelques jours plus tôt. Mais personne n'avait de réponse, seulement des excuses. Partout à Capitol Hill, des décideurs qui avaient partagé des parcours de golf et des dîners avec Whittaker prétendaient soudainement à peine le connaître. Son nom était devenu radioactif en une nuit. À l'international, les choses se sont effondrées encore plus vite. Des délégations commerciales qui qualifiaient Traoré de perturbateur cherchaient maintenant à se repositionner. Des parlements européens convoquaient des sessions d'urgence pour discuter de réformes judiciaires à la lumière de révélations troublantes. En Afrique, les gros titres passaient du scepticisme à la réhabilitation. Un journal populaire au Ghana titrait « Il est venu avec un dossier, il est reparti avec un empire effondré ». Pendant ce temps, plusieurs cadres étrangers liés à Onyx Global étaient arrêtés à Bruxelles et les actions de l'entreprise chutaient de 38% en 48 heures. Ce n'était plus une simple affaire. C'était tout un système qui venait d'être mis à nu. Et au centre de cette tempête se tenait un homme qui n'avait pas beaucoup parlé, mais qui en avait dit assez. Pendant 3 jours après le procès, Traoré est resté silencieux. Il a refusé les interviews, ignoré les demandes de commentaires et évité la frénésie médiatique. Puis, sans avertissement, il a publié une déclaration manuscrite par l'intermédiaire d'un journaliste burkinabé indépendant. Elle ne comptait que 112 mots, mais suffisait à faire taire le tumulte. Je n'ai pas cherché la vengeance. J'ai cherché la clarté. La justice n'est pas un outil pour punir les ennemis. C'est un miroir pour refléter qui nous sommes. On m'a demandé pourquoi je n'ai pas crié. Parce que la vérité, lorsqu'elle est entière, n'a pas besoin de volume. Je n'ai pas gagné. La vérité, si. Ibrahim Traoré.
La déclaration fut traduite en 27 langues, affichée dans les universités, lue lors de manifestations et citée dans les parlements. Elle n'a pas seulement été vue, elle a été ressentie. Elle est devenue plus qu'une réponse, elle est devenue une déclaration de ce que la justice devrait être. En un mois, tout a changé. En Afrique de l'Ouest, une coalition de jeunes dirigeants a fondé une nouvelle alliance judiciaire basée sur la transparence et la responsabilité transnationale, inspirée en partie du témoignage de Traoré. En Amérique du Sud, des juristes ont commencé à citer l'incident du dossier rouge comme précédent dans les écoles de droit. Aux États-Unis, une nouvelle vague de militants pour la réforme judiciaire s'est ralliée autour d'un slogan simple : la vérité ne crie pas. Même le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a officiellement reconnu le procès comme un tournant mondial dans la jurisprudence anticorruption. Et puis, il y avait les gens. Des fermiers au Mali ont peint des fresques de Traoré tenant le dossier rouge. Des étudiants universitaires à Nairobi ont organisé des séminaires sur la résistance silencieuse. À Harlem, un poète a récité sa dernière phrase « Ce n'a jamais été à propos de moi », sous une ovation debout. Et dans une petite école primaire au Burkina Faso, une fille a levé la main pendant un cours d'éducation civique et a demandé « Si je dis la vérité calmement, le monde m'entendra-t-il quand même ?» L'enseignant a marqué une pause, souri et répondu « Maintenant, oui ». Il n'a pas frappé du poing, il n'a pas pointé du doigt, il n'a même pas élevé la voix. Alors que d'autres jouaient un rôle, mentaient ou se moquaient, Ibrahim Traoré a simplement dit la vérité et fait confiance au monde pour l'écouter. Dans une salle d'audience conçue pour le faire taire, il n'a pas crié, il a déplié une feuille de papier. Il n'a pas exigé le respect, il s'en est accordé à lui-même. Et cela a forcé les autres à en faire autant. Le pouvoir ne crie pas toujours. Parfois, il attend, il observe. Il choisit son moment et parle uniquement quand c'est nécessaire. Ce jour-là, le monde a compris que la justice n'a pas besoin de rugir pour entrer dans l'histoire. Elle a seulement besoin d'être vraie. Ils se sont moqués de son accent, de son costume, du fait qu'il était venu seul, mais le respect ne leur appartenait pas. Il était à lui de le prouver. Et il l'a fait. Pas en mendiant, pas en attaquant, mais en restant immobile, pendant que les puissants s'effondraient sous le poids de leurs propres mensonges. Chaque seconde de son silence rendait la vérité plus forte. Quand il a parlé, la salle l'écoutait déjà. À cet instant, des millions de personnes, en Afrique, en Europe, en Amérique, ont vu un miroir tendu au système. Certains ont détourné le regard. D'autres s'y sont vus pour la première fois. Il n'a jamais repris le micro. Il a rappelé au monde qu'il ne l'avait jamais abandonné. Si vous aimez ce que notre président fait, cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo avec un ami et laissez en commentaire un mot de prière pour notre cher président.